Ben, William, premièrement, bienvenue dans le royaume des Diablotins historiques et bienvenue sur ma chaîne et ma commu. Ben, je te remercie de l'invitation aussi, là. Quand j'ai voulu changer ma propre situation au niveau des rencontres, je me suis comme lancé dans ce monde-là. Mais à travers le temps, après, quand je suis devenu coach, ben, j'ai été comme dans ce monde-là. Donc, j'ai voulu tout savoir de ce qui se faisait un peu partout. Puis, je suis resté à l'affût. Donc, c'est comme intéressant d'avoir peut-être une vue d'un passionné de ce monde-là, mais aussi quelqu'un qui en fait partie de certaine façon en tant que coach, là. Donc, ça peut être intéressant d'avoir cette perspective-là unique à propos des coachs de rencontre. Ouais, vraiment. Dans la mesure du possible, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui couvre un large éventail de sujets, même si je suis pas toujours expert de tout ce que je parle non plus. Puis d'ailleurs, ben justement, disclaimer de ce côté-là, j'ai beau être historien, je ne suis pas expert des relations amoureuses à travers l'histoire. J'ai fait des recherches rapides ici et là, j'ai consulté des sources, j'ai tenté vraiment de faire une synthèse le plus exhaustive possible que j'ai pu faire selon mes connaissances préalables sur le sujet. Mais évidemment, c'est quelque chose pour lequel je ne suis pas expert non plus. Donc, ça se peut des fois qu'il y ait des petites erreurs qui se glissent ici et là. Mais justement, pour des sujets pour lesquels je suis moins expert un peu, je trouve ça le fun, là, justement, d'amener des gens qui sont dans les domaines, puis qui baignent là-dedans depuis longtemps, puis qui sont capables d'avoir un autre regard, là, justement, là-dessus. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. C'est une bonne stratégie. Puis d'ailleurs, justement, là, j'envoie dans le chat, parce que j'ai quelques viewers rimouskois dans le chat, fait qu'on a comme en incluant toi et moi, on a comme un petit contingent de bas-laurentiens d'origine. Oui, effectivement. Moi, je suis né à Rimouski. J'ai grandi à Rimouski-Est, et à l'école, près de l'école Saint-Yves, ceux qui connaissent ça, près de la Caisse des Jardins, qui est fermée maintenant, qui est rendue un restaurant. Donc, Le si vous Guardian. connaissez Rimouski. Oui, donc, j'habitais dans ce coin-là. Donc, that's it. Un beau quartier, des beaux paysages, c'est sur le bord de l'eau en plus. Ben moi, c'est drôle en plus Mhm. parce que j'ai travaillé à la maison de la montagne. Wow! Ben oui, une maison historique. Quel hasard! Ah, on n'est Effectivement. jamais bien loin, hein? Mhm. Ben là, dans le fond, ça fait combien de temps, toi, que tu es coach en dating? Moi, en fait, ça fait depuis 2013, mais officiellement 2014. Donc, moi, je dis 2014. Là. Dans le fond, moi, j'ai travaillé dans le domaine des jeux vidéo pendant 6 ans. J'ai étudié en informatique, étudié en design de jeux vidéo. J'ai déménagé à Montréal. Puis ensuite, ben, j'étais seul à Montréal et j'ai voulu changer ma situation de mes rencontres. Puis en changeant ma situation, ça m'a comme donné la piqûre de ce domaine-là. Puis ça m'a donné le goût de justement devenir coach là-dedans. Donc, en 2014, je me suis lancé. Là, maintenant, on est en 2025. Là, ça va faire 11 ans, d'une certaine façon, 10-11 ans que je suis Wow! coach. Puis, tu sais, l'entreprise a eu plusieurs noms. Au début, on était trois, après, on était deux. Depuis 2018, je suis seul dans l'entreprise. Donc, de 2018 à 2025, c'est moi qui fais ça. Puis, c'est là que, justement, là, j'ai lancé mon programme de coaching privé en 2019. Avant, c'était plus des formations vidéo, des petits cours, dans le fond. Puis là, maintenant, c'est plus du suivi privé. Ça vient avec des ressources, mais c'est plus un autre format, dans le fond. Fait que, c'est ça. C'était pas ton premier choix de carrière, c'est comme venu sur le fly après que tu aies baigné pendant un bout de temps dans l'univers des jeux vidéo. Là, donc, que tu aies pris finalement un changement, un événement là, justement que tu as vécu dans ta vie pour le transformer en quelque chose là, justement qui est devenu ton métier, c'est quand même bravo, c'est quand même impressionnant. Ben moi, la façon dont je vois la vie, là, ça a toujours été ça, c'est quand quelque chose te passionne en général, c'est intéressant d'aller à fond là-dedans. Puis là, vu que ça me passionnait tellement, je me suis dit comme c'est de rendu ça va être ma nouvelle vocation de vie. J'ai comme. Puis c'est ça qui est fou, il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat un peu je vais regarder si ça fonctionne. Moi, dès que je me suis lancé là-dedans, c'est comme j'ai voulu faire en sorte que ça fonctionne. Genre, je pensais pas retourner en jeu vidéo. Ça se peut que j'y retourne un jour, là, mais pour l'instant, je suis coach dans Ça, ce domaine-là. l'amour du gaming n'est jamais bien loin. Il t'a jamais réellement quitté, dans le fond. Mais non, exact, c'est ça. Tu sais, de jouer à des jeux, je joue encore, là, mais c'est ça, je suis aussi coach. Très nice, très très nice. Je vais commencer par parler de l'histoire des relations amoureuses, retracer un peu l'origine de l'interaction du monde des rencontres et des relations amoureuses entre les humains, là, finalement. Je pars de l'Antiquité, je vais jusqu'au 21e siècle, donc je couvre quand même très très large. Évidemment, je pourrais pas tout couvrir, mais on va essayer de dresser quand même un petit fil. Et là, toi, après ça, tu reprends la balle au bon et on s'ancre finalement un peu plus dans les années récentes, dans la modernité. Puis tu nous présentes là, justement l'origine de cet univers-là dans lequel tu baignes maintenant depuis 10 ans. Effectivement. Ah, c'est good. Ah, très bon plan. Parlons de l'Antiquité. Alors, le mariage comme institution sociale à la Grèce antique. Le mariage, pendant l'époque de la Grèce antique, en fait, était principalement un contrat social qui visait à assurer la descendance légitime et la transmission du patrimoine familial. Les unions, à ce moment-là, étaient souvent arrangées par les familles et l'amour romantique n'était pas considéré comme essentiel. Les femmes, à cette époque-là, étaient généralement mariées très jeunes, souvent à des hommes qui étaient beaucoup plus âgés qu'elles, et le rôle principal était de gérer le foyer et d'élever les enfants. Donc, on voit vraiment que à cette époque-là, c'était important justement que la femme soit relativement jeune pour qu'elle puisse avoir
avoir des enfants, puis qu'ensuite, ben, justement, l'homme, s'il était plus âgé, ben, ça dérangeait moins, là, justement, à ce niveau-là. Le but était vraiment de consolider des alliances avec les familles, de consolider une institution vraiment plus solide par les liens du mariage. Et à ce moment-là, ben, côté âge, justement, il pouvait y avoir une grande disparité, ça dérangeait moins, là, disons. Pour ce qui est de la Rome antique, le mariage ou matrimonium, comme on l'appelait, ancêtre justement des termes matrimonial, avait aussi une fonction sociale et politique. Il servait à renforcer les alliances entre familles influentes et à garantir la légitimité des héritiers, un peu comme à la Grèce antique. Et les mariages étaient souvent arrangés. Les sentiments personnels, eux, étaient secondaires. Les femmes romaines de la classe supérieure, qui étaient appelées les matronées ou matronae, donc ancêtres de matrone du terme, étaient respectées pour leur rôle domestique, mais elles avaient peu de droits légaux et étaient sous l'autorité de leur père ou de leur mari. Parce que ce que j'ai pas mentionné aussi, c'est qu'évidemment, c'est à cette époque-là qu'on voit apparaître aussi non seulement le mariage institutionnalisé, mais le fait que les parents supervisent la relation du début à la fin. Il faut s'assurer que les deux parties soient un bon match en termes, pas en termes d'amour et en termes de complicité ou en termes de compatibilité, là. En termes de est-ce que c'est un bon parti familial, est-ce qu'il y a les reins solides, la femme, est-ce qu'elle a une bonne dot à donner, est-ce que le fait que les deux enfants se marient, ça va bénéficier aux deux familles. Donc, on a vraiment, c'est vraiment le pratico-pratique qui entre en ligne de compte. L'amour, c'est secondaire, ça vient après. S'il y en a, tant mieux, sinon, pas grave. Puis évidemment, vous vous dites, OK, mais même si c'est institutionnalisé comme ça, les règles, souvent ce qu'on dit, c'est qu'elles sont faites pour être brisées. Les fréquentations en dehors du mariage, il y avait, entre autres, vous n'avez probablement déjà entendu parler, là, surtout pour ce qui était de la Grèce antique, mais Rome aussi, les relations masculines. Les hommes grecs et romains jouissaient d'une certaine liberté sexuelle en dehors du mariage. Ils pouvaient entretenir des relations avec des concubines, des esclaves ou des prostituées, sans que ce soit socialement répréhensible. Évidemment, il ne fallait pas qu'ils crient sur tous les toits qu'il y avait des fréquentations en mariage. Fallait que ça reste, officiellement, fallait que ça reste que, ben, j'ai ma femme, c'est tout. Mais en tant que tel, si on savait, là, justement, que, mettons, un homme avait des relations hors mariage, on fermait les yeux. C'était pas si grave que ça. Disons, c'était toléré. Par exemple, à Athènes, les hétérailles étaient des courtisanes éduquées qui participaient aux banquets et aux discussions philosophiques, offrant à la fois compagnie intellectuelle et sexuelle. Pour ce qui est des relations féminines, les femmes mariées étaient censées rester fidèles à leur mari. Cependant, des cas d'adultère féminin sont documentés, bien sûr, hein, parce que, comme j'ai dit, ben, les règles, surtout dans le domaine de l'amour et des relations intimes, souvent vont être contournées. C'est pas rare que ça va arriver. Donc, effectivement, des cas d'adultère féminin sont documentés et, par contre, la femme, contrairement à l'homme, lorsque c'était découvert, elle était beaucoup plus sévèrement punie, là, finalement, que l'étaient les hommes. Les femmes de la classe supérieure avaient peu d'opportunités de relations extra-conjugales en raison, justement, de la surveillance sociale qui était très stricte. Surtout que c'était des femmes de la haute société, donc il y avait un cas de surveillance un peu plus élevé, mettons, là. Puis dans les représentations, en fait, dans les exemples de représentation qu'on a, je vous ai sorti deux fresques qu'on a à Pompéi, dont une à gauche, c'est Mars et Vénus. On voit un peu la dynamique, là, justement, où on voit Mars en grand guerrier, la peau rouge, avec vraiment bien mis en évidence avec son casque, ses armes, qui arrive derrière Vénus, qui est l'équivalent d'Aphrodite, là, finalement. Mars et Vénus, c'est Arès et Aphrodite, pour les Grecs. Et là, on voit, il arrive derrière Aphrodite comme ça, Flau met sa main dans son décolleté, ah ouais, une relation qui commence, bam, voilà. Et à droite, ben là, finalement, c'est toutes des relations intimes, là, finalement, entre des personnes qu'on a. Je me souviens plus du nom de l'œuvre, par contre, faudrait que je la retrouve. Mais c'est des fresques qu'on retrouvait, là, justement, à Pompéi. Ça, les découvertes archéologiques ont révélé des fresques qui illustraient des scènes intimes et érotiques, comme on le voit, là, justement, avec l'exemple soft. J'aurais pu aller dans le plus évident que ça, là, mais j'ai préféré y aller dans le quand même soft, mais quand même assez frappant. C'est des œuvres, en fait, qui offrent un aperçu des attitudes romaines envers la sexualité et qui suggèrent une certaine tolérance des relations en dehors du mariage. Ensuite, maintenant, on passe au Moyen-Âge. Donc là, au Moyen-Âge, il y a une certaine sobriété qui s'en vient, puis il y a une certaine idéalisation de l'amour également, mais il y a quand même aussi un très grand contrôle religieux. On y revient justement. Alors, au Moyen-Âge, le mariage était évidemment sous l'influence, majoritairement pendant une très grande partie du Moyen-Âge, c'est pas même la quasi-totalité, elle était sous l'influence de l'Église catholique. C'était une institution qui était sacrée. Au Moyen-Âge, l'Église catholique a vraiment consolidé le mariage en tant que sacrement, renforçant son contrôle sur les unions matrimoniales. Le mariage était considéré comme indissoluble et le consentement mutuel des époux devenait à ce moment-là essentiel. Les mariages étaient souvent arrangés pour des raisons économiques ou politiques, un peu comme à l'époque de l'Antiquité, surtout parmi la noblesse. Les femmes, quant à elles, étaient généralement subordonnées à leur mari et leur principal devoir était de procréer et de gérer le foyer. L'amour conjugal n'était pas une priorité et les mariages d'amour étaient rares. Donc, on voit qu'entre l'Antiquité et le Moyen Âge, il y a quand même très peu de changements à ce niveau-là, là. À part que
on change un peu de contrôle religieux et on change d'institution. En fait, on change d'église. Il y avait quand même très, très peu de changements en bout de ligne. Et finalement, pour ce qui est des fréquentations hors mariage, c'est là qu'on voit l'apparition, surtout dans la littérature, de l'amour courtois. Donc, je vous ai montré deux exemples ici. À gauche, vous avez l'image qui m'a servi d'affiche pour le live d'aujourd'hui. C'est la fameuse histoire de Tristan et Iseult. Et à droite, ce que vous voyez, c'est Lancelot du Lac, le chevalier du roi Arthur, et la reine Guenièvre, la femme du roi Arthur. Les deux entretenaient une relation amoureuse secrète, hors mariage, en dehors des yeux du roi Arthur. Ça a d'ailleurs été un des sujets de leur chicane. Et là, oui, vous voyez qu'à droite, on est quand même assez loin là, de la représentation de la série Camelot. C'est Lancelot, en fait, avant de partir pour la bataille, il déclame ses adieux à la reine Guenièvre et que s'il ne revient pas, il est éperdument amoureux d'elle malgré tout, peu importe ce qui arrive, et bref, tout le tralala habituel. Donc, l'amour courtois, qui est un concept culturel et littéraire qui a émergé au 12e siècle. L'amour courtois, le fin amour, comme on l'appelle, ça décrivait, c'est ça, vraiment une relation idéalisée entre chevaliers, une dame souvent mariée et de rang supérieur. C'était un amour impossible, caractérisé par la dévotion, la loyauté, le secret et généralement très platonique. Les troubadours, justement, mis à part les poèmes, ils chantaient vraiment ces amours idéalisés-là, ils célébraient la noblesse des sentiments, la souffrance amoureuse. Voyez un peu le ton là, dans lequel on est là, au niveau des fréquentations. Dans la littérature, c'est vraiment beaucoup comme ça qu'on le représentait. Puis pour ce qui est des fréquentations en mariage, je vous dirais que ce que j'ai décrit tantôt par rapport à l'Antiquité, pas tellement différent de ce qu'on voit au Moyen Âge. Par contre, les relations hors mariage, même pour les hommes, étaient très, très, très proscrites. C'est juste que les chantiments étaient moindres que ceux des femmes. Ça, je vous dirais que c'est une dynamique qui est restée pas mal constante à travers le temps. On pendait pas sur la place publique les personnes qui avaient des relations hors mariage. Par contre, les femmes étaient beaucoup plus sévèrement punies que les hommes. Ça, vraiment. La femme avait des peines quand même parfois assez rough. Et les hommes, de leur côté, je dirais pas que c'est l'équivalent d'une petite tape sur les doigts. Il y avait une perte en réputation, il y avait quand même un bon impact sur eux. Mais comme tel, ils pouvaient, on va dire, un peu continuer leur vie à travers ça, là, malgré tout. Bref, les conséquences étaient moins dommageables là, que par rapport aux femmes. L'Église, évidemment, condamnait l'adultère. Puis malgré ça, des relations hors mariage existaient aussi. Puis les hommes en particulier pouvaient avoir des relations avec des servantes ou des prostituées. Les femmes nobles, bien qu'elles étaient surveillées par contre, elles pouvaient entretenir des liaisons secrètes, souvent idéalisées d'ailleurs dans la littérature de l'amour courtois de l'époque. Ça fait pas mal le tour pour le Moyen Âge. Maintenant, si on pense à la Renaissance et au siècle des Lumières, l'époque où foisonnent les idées libérales, celles du gouvernement pour et par le peuple, l'émergence d'auteurs comme Rousseau, Voltaire, l'émergence des pièces de théâtre comme Molière, les fables de Jean de La Fontaine, tous ces grands artistes-là, finalement, commencent avec la Renaissance, justement, et le fameux siècle des Lumières. Donc, l'apparition de la raison, de l'humanisme. Et c'est là également qu'on a l'émergence du mariage d'amour. Donc, c'est le début d'une nouvelle vision du couple. Dans ce foisonnement-là d'humanisme et d'individualisme, la Renaissance, qui va du 14e au 17e siècle, a vu l'émergence de l'humanisme qui mettait vraiment l'accent sur l'individu et ses émotions. Cette période-là a encouragé une vision un peu plus personnelle du mariage où l'affection et l'amour commençaient vraiment à être valorisés. Et il y avait une critique très forte des mariages arrangés qui a perduré pendant longtemps durant l'Antiquité et le Moyen Âge. Les penseurs des Lumières, ceux du 18e siècle, ont critiqué les mariages arrangés et ont plaidé pour le droit de choisir son partenaire. Ils ont mis de l'avant l'importance du consentement mutuel et de l'amour dans le mariage. Donc ça, c'est pour le mariage. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des relations hors mariage? Par rapport au libertinage, les 17e et 18e ont vu vraiment l'émergence d'un certain libertinage, un mouvement culturel qui prônait la liberté sexuelle et la remise en question des normes morales. Les salons littéraires et les cours royales étaient entre autres des lieux où les relations extra-conjugales étaient monnaie courante, surtout parmi l'aristocratie. On prônait également l'union libre dans les classes populaires, des couples vivaient ensemble sans être mariés, une pratique qui était souvent tolérée malgré la très forte désapprobation de l'Église. S'ils savaient ça, c'était pas long que l'Église intervenait. Pas de relation hors mariage, là. No, no, no. Donc, c'est ça, finalement, pour la Renaissance et les Lumières. C'est intéressant de voir qu'il y a vraiment un shift. En même temps que c'est une époque où on commence à remettre en question l'ordre monarchique en lien avec l'Église, puis vraiment la grosse hiérarchie du féodalisme. En même temps que ça, on voit justement émerger des gouvernements un peu plus populaires, des monarchies constitutionnelles. C'est à l'époque aussi que la Révolution française, il y a toutes les révolutions atlantiques aussi à travers le monde connu qui commencent à éclore un peu partout. C'est à cette époque-là qu'on a des penseurs républicains comme Rousseau et tout ça. En même temps, on défait les dogmes établis et on commence à libéraliser beaucoup plus justement les relations, mettre l'accent sur l'amour, le choix, la liberté sexuelle. Tranquillement, ça commence. Pas au point où c'est devenu une norme sociale et vraiment accepté à 100%, mais on sent déjà qu'il commence à y avoir une certaine libéralisation, là. L'idée commence à faire son chemin, du moins. Ce qui m'amène maintenant à vous parler du 19e siècle, l'amour romantique et les normes sociales.
Le mariage et l'amour. Au 19e siècle, l'idée du mariage fondée sur l'amour commence à s'imposer. Le rôle des femmes, les femmes sont encore largement confinées au rôle d'épouse et de mère, évidemment. Au 19e siècle, on est encore beaucoup dans le gros conservatisme social à ce niveau-là, avec des attentes sociales très strictes concernant la moralité et la domesticité. Donc, évidemment, les femmes ont encore très peu de possibilités, sont étroitement surveillées, pas beaucoup d'autonomie, et évidemment, jouent seulement le rôle de mère et de ménagère, en gros. Là. Finalement, d'épouse de mère et de ménagère. Essentiellement, là, elles sont encore beaucoup confinées à ça. Puis pour ce qui est du mariage, finalement, ça évolue pas à ce point-là, finalement, au 19e siècle. Mais dans la littérature et les représentations, je vous ai mis justement Madame Bovary de Gustave Flaubert et l'adaptation cinématographique, une des adaptations de Notre-Dame de Paris, Le bossu de Notre-Dame. Et là, on voit Quasimodo et Esmeralda. Mais malgré tout, côté institution, côté conservatisme et côté vraiment normes sociales, même malgré l'émergence qu'on a vue au siècle des Lumières, il y a quand même encore... c'est encore très fortement institutionnalisé. Là. Il y a très peu de changements vraiment concrets à l'échelle de la société. Il y a des fréquentations en mariage également, il y a des relations préconjugales. Les fréquentations amoureuses avant le mariage sont souvent strictement encadrées, mais des témoignages, comme celui d'Henri Gaspard Lemoine, révèle les émotions et les défis associés aux fréquentations amoureuses à la fin du 19e siècle. Pour ce qui est de l'homosexualité, ça commence à s'affirmer de plus en plus, ça commence à être davantage reconnu, malgré le fait que c'est encore très souvent stigmatisé et vraiment réprimé. Puis dans les exemples de représentation, Madame Bovary de Gustave Flaubert, sorti en 1857, c'est un roman qui illustre vraiment les tensions entre les aspirations romantiques et les réalités du mariage bourgeois, mettant en lumière des désirs extra-conjugaux et des conséquences sociales de l'adultère. Puis on voit justement revenir un peu cette dynamique-là qu'on voyait un peu dans l'amour courtois de l'amour impossible. L'amour passionnel, l'amour charnel, mais impossible à concrétiser. Toute l'envolée poétique et lyrique, là, finalement, qui vient avec. Donc, Victor Hugo, qui est un écrivain romantique, à cette époque-là, justement, l'amour romantique s'était beaucoup mis de l'avant dans les écrivains du romantisme. Puis les émotions étaient vraiment beaucoup poussées, vraiment mis de l'avant. Beaucoup d'exagération, d'envolée poétique. Donc, c'est ce qu'on voit, entre autres, justement, dans Notre-Dame de Paris. Passons maintenant au 20e siècle, où on voit apparaître tranquillement pas vite des révolutions sexuelles et l'émergence du dating moderne. Alors, révolution sexuelle et émergence du dating moderne. On voit vraiment, à travers le 20e siècle, une évolution du mariage et des mœurs. Il y a de plus en plus de libération sexuelle, particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale. Époque à laquelle, justement, les femmes commencent à prendre de plus en plus d'autonomie, commencent à investir un peu plus tranquillement pas vite sur le marché de l'emploi. Notamment pendant la Deuxième Guerre, pendant l'économie de guerre, on avait vu beaucoup de femmes travailler comme infirmières sur le front, travailler dans les usines de munitions, tout ce qui était allumetière également et tout ça. Donc, tranquillement pas vite, les femmes commencent à investir les travails d'usine et commencent à investir justement les machines, la machine militaire. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a tenté beaucoup de les renvoyer au foyer, mais tranquillement pas vite, les femmes commencent à prendre vraiment plus de place. Donc, ça voit également une transformation des mœurs sexuelles avec une remise en question des normes traditionnelles et une plus grande ouverture à la sexualité également. C'est là aussi qu'on voit l'émergence de la contraception et des droits reproductifs. L'introduction de la pilule contraceptive dans les années 60, entre autres, ça va offrir aux femmes un contrôle sans précédent sur leur reproduction, ce qui va vraiment beaucoup modifier les dynamiques des relations amoureuses. Parce que là, maintenant, on a le choix ou non de faire des enfants et la science et la médication nous permettent de le faire. Ça, c'est vraiment une très grosse révolution. Il y a également, bien sûr, des fréquentations en mariage, comme je vous disais, à chaque époque, il y en a. C'est à cette époque-là que va naître le concept de dating moderne avec des rendez-vous informels, des rencontres dans les lieux publics, une acceptation croissante des relations préconjugales. On va commencer à avoir une plus grande diversité des relations avec les unions libres, les cohabitations sans mariage, les relations homosexuelles qui vont gagner en visibilité et en acceptation sociale. Entre autres, on se rappellera, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, le film de Harvey Milk. Harvey Milk, qui était justement un chef militant pour les droits des homosexuels aux États-Unis, qui était justement dans cette époque-là de grande révolution avec la pilule contraceptive et tout. Harvey Milk, justement, là, qui militait beaucoup pour les droits des homosexuels à cette époque-là, qui a réussi à lutter avec un mouvement puis qui a réussi à vraiment pousser de l'avant plus de droits pour les homosexuels. Parce que, encore à cette époque-là, il était très stigmatisé puis on n'aimait pas trop ça, là, voir des relations homosexuelles en public et savoir que ça se faisait. On le savait, mais tu sais, l'afficher dans la sphère publique, mettons que c'était pas trop bien vu. Puis pour répondre à Alva, en fait, oui, il y avait de la contraception avant, mais c'était pas des très bons moyens de contraception. Là. C'était, par exemple, justement, je me rappellerai toujours le fait que on pouvait prendre des intestins d'animaux, on pouvait prendre n'importe quoi qui pouvait à peu près donner de la sensation, puis qu'on pouvait s'enrouler autour de la zouise. On pouvait le tenter, là, mettons, comme moyen de contraception. C'était pas top. Mais vraiment, des moyens de contraception, faudrait que je fasse un peu plus de recherche là-dessus. Je pense qu'il y en avait, mis
mis à part le fait que de s'enrouler un intestin autour de la Zwiz, comme je le disais. Mais il faudrait que je fasse un peu plus de recherche approfondie, je t'avoue. Là, ça pourrait être un sujet intéressant. Entre autres, justement, il y a la Journée internationale des femmes qui s'en vient là, au début du mois de mars. Ça pourrait être de quoi d'intéressant à développer, entre autres. Ça jouait à la roulette russe, ouais, c'est ça. Et donc, dans les exemples de représentation, je sais pas si vous avez reconnu le film de 1942, Casablanca, qui est un film emblématique, en fait, qui explore les complexités des relations amoureuses en temps de guerre, qui illustre les dilemmes moraux, les sacrifices personnels liés à l'amour. Vous me direz dans le chat si vous avez déjà vu ce film-là. Maintenant, on arrive à une époque qu'on connaît un peu plus, le 21e siècle, où le numérique, l'Internet, les réseaux sociaux, les applications de rencontres ont commencé à devenir de plus en plus populaires et où on vit dans un monde, en fait, avec le contexte socio-économique, politique actuel, dans lequel les relations sont vraiment, vraiment, vraiment redéfinies et où il y a une énorme diversité en termes de relations. Donc, technologie et rencontres, l'avènement d'applications comme Tinder, Bumble, Hinge vont vraiment transformer la manière dont les individus se rencontrent, ce qui introduit des dynamiques de sélection basées, entre autres, sur des algorithmes, des interactions virtuelles. Là, je tombe un peu plus dans l'expertise à William, donc à ce moment-là, il pourra peut-être nous en parler un peu plus en détail. C'est là aussi qu'on voit l'émergence, et c'est à partir de là que je vais commencer à passer la balle à William, du coaching en relation, devant un monde, en fait, où il y a une énorme diversité, premièrement, ce qui est quand même une bonne chose, où on voit aussi une émergence de discours, une reconceptualisation des relations, un choix quand même assez large de types de relations possibles, et l'émergence aussi d'applications de rencontres. Ça a vraiment ajouté des nouvelles dynamiques, comme je disais, les algorithmes, plus d'interactions virtuelles, grande diversité de discours également qui est propulsée dans la sphère publique. Justement, à travers toute cette complexité-là, on a vu émerger dans les dernières années le coaching en relation. Donc souvent, il y a beaucoup de gens qui vont avoir justement recours à des coachs en dating. C'est un milieu qui va beaucoup se développer. Et finalement, ces gens-là vont offrir des conseils pour naviguer dans le paysage moderne des rencontres, selon différentes conceptions, différentes mouvances, idées, et selon différentes méthodes et démarches là, finalement qui vont développer de leur côté à travers le temps. Et bien sûr, au 21e siècle, il y en a-tu des fréquentations en mariage? Je pense que oui. Je pense que oui. Comme je le disais, il y a une grande diversification des modèles relationnels. Ça va des relations monogames vers les relations non monogames, consensuelles, donc le polyamour, les couples ouverts, les familles recomposées, unions civiles. C'est devenu vraiment très monnaie courante finalement dans notre société actuelle. Il y a une grande redéfinition du couple également, donc les notions de genre ont commencé à faire de plus en plus leur apparition, à s'affirmer de plus en plus. Les notions de genre, de sexualité, de partenariat, acceptation accrue des identités LGBTQ. J'ai plus leur acronyme par cœur en tête, là, mais bref, l'acronyme là, finalement de tous les genres et diversités, et des structures relationnelles alternatives. Puis comme représentation à droite, vous avez peut-être connu l'épisode Hang de DJ de la série Black Mirror en 2017 sur Netflix. C'est un épisode de la série Black Mirror, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Netflix, qui explore une société où les relations amoureuses sont entièrement régulées par un système algorithmique, ce qui offre une réflexion vraiment là, sur la technologie et l'amour. C'est vraiment une série et un épisode en particulier qui vient un peu tenter de créer une réflexion chez les gens, de dire on s'en va vers où? Vers où ça s'en va? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'on peut en tirer le meilleur parti? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en gros? Donc, en conclusion, je vous ai sorti un petit mime que je trouvais quand même sympathique et assez à propos. De l'amour arrangé de l'Antiquité du Moyen-Âge aux mariages d'amour qui ont évolué à partir de la Renaissance et le siècle des Lumières, puis maintenant, à la diversité des relations contemporaines, les pratiques amoureuses ont constamment évolué en réponse et aux changements sociaux, culturels et technologiques. Aujourd'hui, les individus naviguent dans un paysage assez complexe où les traditions coexistent avec de nouvelles formes de connexion, ce qui redéfinit continuellement ce que ça signifie aimer et être aimé. Alors voilà, c'est ce qui complète ma partie de chronique. Donc, avant de commencer, qui suis-je? Donc, moi, c'est William. Ça fait depuis 2014 que j'aide les hommes au niveau de leur rencontre. Moi, en tant qu'homme, je suis parti de rien. Là, jusqu'à mes 25 ans, j'avais aucune expérience au niveau des rencontres romantiques amoureuses. Puis maintenant, je suis marié avec un enfant. J'ai une belle petite photo de mon mariage il y a quelques années. Là, en 2021, je me suis marié. 2021. Et puis dans le fond, Frank m'a proposé de venir parler de l'histoire des coachs de dating. C'est un sujet qui me passionne. Alors, j'ai accepté. Donc, comme j'ai dit un peu en intro, je vais mettre l'emphase sur ce que je connais le plus. Donc, 2010 jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment calé là-dedans. Mais par contre, de 2000 jusqu'à maintenant, je pense que je connais bien ça. Donc, that's it. J'ai aussi des extraits vidéo à partager qui sont super intéressants. J'en ai 3 extraits vidéo super intéressants. Qu'est-ce que je peux dire d'autre rapidement? C'est ça. Moi, c'est après avoir changé ma propre situation que j'ai décidé de devenir coach. Puis, c'est devenu comme vraiment ma vocation à aider les gens.
j'ai une approche très positive, très axée sur le développement personnel. Donc, tu sais, c'est juste pour mettre un peu le cadre de ça. Là, je donne pas les pick-up lines, des trucs magiques pour séduire toutes les femmes. C'est pas le genre de truc que je donne, évidemment. Et justement, dans cette présentation, je vais montrer un de mes premiers mentors puis un de mes plus grands mentors dans le temps, dans le passé, là, que j'ai suivi au niveau du monde des rencontres, qui mettait une grosse emphase aussi sur la croissance personnelle, qui était comme vraiment une figure emblématique, en fait, des coachs de dating, qui est comme un peu une sous-catégorie des coachs, parce qu'avant, il y avait des coachs de séduction, puis il y a comme eu des coachs de dating. Puis selon moi, c'est un peu différent. Le monde des rencontres, c'est plus ouvert que juste séduction, qui serait l'aspect de coucher avec une femme de certaine façon. Donc, bref, allons-y avec tout ça. Donc, avant les années 90, disons des années 1940 jusqu'à 1990, il y avait des manuels de courtoisie puis d'étiquette, comme on peut voir l'image ici, Gentleman Book of Etiquette et Manual of Politeness. Donc, dans le fond, comment être poli, comment avoir une belle étiquette. Et ça donnait des conseils de, comme quand tu vas chercher une femme, fais ci, fais ça, etc. Ça, c'était les premiers, en guillemets, guides de dating des années 1900. Par contre, il y a aussi un autre livre qui est vraiment un incontournable du monde de la croissance personnelle. C'est How to Win Friends and Influence People. Donc, comment à faire des amis et influencer les autres. C'est un livre qui est encore bon, en fait, à lire. Si c'est un livre que tu as envie de lire pour comme ta croissance personnelle, c'est un bon livre. Ça donne des trucs simples comme dire le nom de la personne quand tu t'adresses à elle pour la première fois, puis le dire plusieurs fois. Ça vient de ce livre-là. Je pense qu'on voit des conseils qu'on entend en général, des petits conseils de tu sais, quand tu arrives avec enthousiasme la première fois que tu rencontres quelqu'un avec un beau sourire et une belle poignée de main, ça va faire que la personne va plus t'aimer dans le futur. Ça, c'est... Moi, je me rappelle avoir lu ce livre-là pour la première fois, là, quand je me suis lancé dans le monde des rencontres, et ça avait vraiment changé ma vie sur la façon que maintenant j'interagissais avec les gens en arrivant au travail, parce que dans le temps, je travaillais encore en jeux vidéo. Donc, bref, c'est un bon petit livre 1936 qui a été réédité, évidemment, après, mais c'est un très bon livre. Aussi, il y a eu des conseils dans les magazines puis dans les journaux. Donc, les fameux courriers du cœur. Il y a un des courriers du cœur le plus populaire, ça s'appelait Dear Abby, qui a commencé en 1956 puis qui continue maintenant en 2025. Je crois plus que c'est Abby qui répond encore aux questions, mais encore Dear Abby, supposément, ça existe encore. Puis dans le fond, les gens écrivaient justement, j'ai un problème amoureux, pourrais-tu m'aider? Donc, ça serait une forme de coaching amoureux qui a commencé là, des années 1956. Puis aussi, un autre truc que je voulais noter ici, c'est qu'on a commencé aussi à rendre ça un peu plus fun, le dating. Donc, il y a eu le dating game. Au Québec, ça s'appelait Coup de foudre. Je ne sais pas si vous connaissez ça, là, mais je pense qu'il était même ressorti dans les dernières années. Donc, le concept qu'il y a 3 hommes qui doivent répondre à une question, puis là, la femme pose une question, puis là, chaque homme répond une réponse, puis là, la femme décide c'est quel homme qu'elle décide de choisir à la fin, etc. Donc, tu sais, c'est très ludique, c'est le fun. Et, tu sais, en 1965, on a commencé à rendre ça correct de faire ça. Tu sais, par le passé, c'était comme... Le dating avait commencé un peu dans les années 50, 60, mais c'était pas... Tu sais, c'était un petit peu comme faut demander aux parents, puis je peux-tu aller prendre un milkshake au restaurant avec cette femme-là, etc. C'était un peu comme le rêve américain. C'était pas toujours ça, mais c'était un petit peu ça. Puis là, on a commencé à avoir ce concept-là. Puis pourquoi je mets ça pas dans cette catégorie-là de conseils de rencontre, c'était que les gens voulaient apprendre en écoutant cette émission-là, ils essayaient d'apprendre de c'est quoi la bonne réponse, c'est quoi la mauvaise réponse, etc. Puis là, on a commencé justement à se questionner sur il y a peut-être des meilleures choses à dire, des moins bonnes choses à dire. Puis ça, ben, je pense que ça compte quand même dans un peu les coachs de dating. C'était pas un coach, mais c'est un contexte culturel. Donc là, on se lance dans les années 90. J'ai montré 2 photos avec des figures emblématiques. Donc, on a Ross Jeffries avec son livre How to Get the Woman You Desire into Bed et sa méthode qui s'appelait Speed Seduction. Donc, vraiment un emphase sur comment se rendre à coucher avec une femme d'une certaine façon. Et vraiment, lui, dans son écriture, dans le fond, il était inspiré beaucoup de Gary Albert, qui était un grand, comme une légende de l'écriture de vente, dans le fond, du marketing, de vente, d'écrire des pages de vente, des trucs comme ça. Puis dans le fond, il a vraiment créé un personnage du, entre guillemets, le nerd frustré qui réussit à avoir du succès avec les femmes puis qui va te montrer comment trouver des techniques hypnotiques pour te rendre à coucher avec une femme, etc. Donc, c'est étonnamment, ça a attiré un certain public de certaine façon. L'homme qui se sentait frustré de ne pas avoir du succès en ses rencontres, il se faisait dire, peu importe qu'est-ce que tu as l'air, peu importe tes circonstances, tu peux vraiment comme entrer dans le cerveau d'une femme et réussir à avoir du succès avec ça. Puis ce message-là existe encore en 2025 chez certains coachs. Donc, c'est indétrônable, cette espèce de
d'attrait-là, cette envie-là d'avoir, de trouver l'arme secrète, dans le fond, pour séduire n'importe quelle femme, de cette façon. Bref, je pense pas que tous ces conseils étaient mauvais, mais il y avait, en tout cas, une partie, peut-être, je veux pas parler mal contre lui, parce que je pense que maintenant, il existe encore, il est rendu vieux, là, puis je pense qu'il a évolué à travers le temps, mais disons, en 1990, c'était sûrement borderline misogyne, certains conseils, disons, ou très, tu sais, très, les rôles, l'homme est comme ci, la femme est comme ci, etc. Bref. Mais cette même personne-là, lui, il a créé un newsgroup. Un newsgroup, dans le fond, c'est l'ancêtre de Reddit. Ceux qui connaissent Reddit, c'est des canaux de discussion. En 1994, ça s'appelait Out Seduction Fast, donc comment séduire une femme rapidement. Puis c'est là qu'il a commencé à avoir une communauté des gens de la séduction, comme justement Mystery en 1997. C'est pas en des années 90 qui est devenu une figure emblématique de ce domaine-là, des coachs de séduction, mais dès ces premières années-là, son mentor, c'était Ross Jeffries, de certaine façon. Et aussi, juste culturellement, qu'on peut rajouter, les années 90, ça a été le début là, justement, les nightclubs. Ça existait, les soirées dansantes existaient avant, mais le concept du nightclub, avec les lumières tamisées, la grosse musique techno, house, etc., et les one-night stands, ça a commencé à être plus popularisé. Donc, les années 90, il y a aussi justement la venue des coachs pour dire comment réussir à capitaliser sur ça, réussir à coucher avec une femme en sortant en soirée, ce genre de truc-là. Donc, c'est ça les années 90. Maintenant, une vidéo de Ross Jeffries. Donc, vous allez voir, j'ai racheté des sous-titres. Donc, si vous comprenez l'anglais, vous allez bien comprendre, mais c'est tout un personnage. Donc, allons-y, c'est quelque chose de 1992. Ross, what do women really want? I don't care what they want. I only care what they respond to. See, my focus is a little bit different from your other guests. There's what women say they want, there's what women think they want, and then there's what they actually respond to. I'm not an academic, I'm not a theoretician. I'm interested in what worked on the street when it's time to date and mate. And what women actually respond to is not what they say they want. So what do they respond? They really respond to a guy who's a challenge, a guy who's a question mark, a guy who keeps them guessing. You see, in the beginning, the less attractive you are physically, the more you have to rely on your attitude. And that's what I wrote my book for. I wrote my book for the average-looking, even ugly guy who goes out there in the real world, tries to be a nice guy, gets head kicked in. Donc voilà, juste pour revenir sur Ross Jeffries, tu vois qu'il voulait comme créer un mouvement de l'homme, le nice guy frustré. Tu sais, le nice guy qui est comme un concept qui existe depuis la nuit des temps, d'une façon. Puis il a capitalisé sur ça. Moi, t'es un nice guy puis tu réussis pas à avoir le succès que tu as dans tes rencontres. Même si t'es laid, tu vas avoir du succès avec ma méthode, d'une façon. T'sais. Donc, bref, ça reste qu'il a réussi à rallier des gens, sa cause. Donc, allons-y. Fait que là, maintenant, les années 2000, qui était une année remplie, justement, j'ai écrit c'est l'âge d'or des newsgroups, des forums de discussion, des coachs en séduction, des pick-up artists. T'sais. Donc, on va parler de ça. C'est aussi l'arrivée de David D'Angelo, qui était une figure emblématique, comme j'ai dit plus tôt, du monde des rencontres. Lui a vraiment, justement, décidé d'amener ça, ce concept-là, de le monde de rencontres, vraiment être un dating coach, de certaine façon. Il a créé un livre qui s'appelait W Dating, puis il a sorti des dizaines de DVD. Dans le fond, il créait un séminaire, les gens payaient cher pour aller au séminaire, il présentait des choses, des concepts. Il amenait des invités qui étaient même des pick-up artists, des coachs de séduction, d'autres personnes, même des amis. Il amenait des gens à ces séminaires-là, qui présentaient des choses, puis il vendait ce DVD-là. Moi, mon premier produit d'information pour m'intéresser au monde des rencontres, c'était une série de 5 DVD qui s'appelait Online Dating, quelque chose du genre, là, puis ça avait rapport online dating. Puis ça m'a vraiment amené une autre vision du monde des rencontres. Là. Fait que, même dans ces années-là, il y avait des gens qui étaient quand même contemporains. Même qu'on pourrait croire que des années 2000, c'était un peu comme gimmick, là, mais il y avait des gens quand même, lui, s'intéressait beaucoup à la croissance personnelle. Puis je vais montrer un extrait. Ça reste quand même quelqu'un qui est respectable, selon moi, dans ce domaine-là. Aussi, il y a la popularisation du terme pick-up artist avec justement le livre The Game, qui est un livre incontournable du domaine du monde des rencontres. Puis c'est quand même aussi un livre qui est écrit d'une façon plus comme un roman. Donc, au final, c'est comme quelqu'un qui a infiltré ce monde-là, que c'est Neil Strauss, qui a infiltré le monde des pick-up artists. Puis, dans le fond, il explique son histoire, puis il explique un peu comment il voit ça, etc., puis les expériences qu'il a vécues. Puis ça, il parle principalement, le personnage principal de The Game, c'est Mystery. Donc, on a parlé plus tard des années 90. Là, des années 2000, c'est lui qui est la figure emblématique du mouvement pick-up artist. Et surtout, on va voir, je vais montrer une vidéo. Mystery, une des choses qu'il avait, c'était qu'il mettait un gros des chapeaux haute forme, il mettait des accessoires, puis lui, c'était comme dans ces trucs qu'il enseignait, qui disait faire comme le peacock en anglais qu'on dit. Là. Donc, dans le fond, plus que tu as l'air extravagant, plus qu'une femme initialement va être attirée à toi. Donc, tu t'habilles comme une rockstar, tu vas être traité comme une rockstar. Donc, lui, c'était beaucoup dans cette figure-là. Donc, quand les gens parlaient de pick-up artist, ils vont tout de suite dire, là, mets un chapeau de haute forme,
ensemble, puis mets-toi des grosses lunettes sur la tête, puis fais ci, fais ça, mets-toi 8 bracelets, puis là, maintenant, t'es bon pour être un pick-up artist. T'sais. Bref, fait que c'est ça qui est arrivé. Et c'est aussi les débuts de Real Social Dynamics qu'on va parler des années 2010 parce que c'est vraiment là que Real Social Dynamics a été vraiment le numéro 1. Comme eux, c'était une troupe de coachs. Dans le fond, il y était comme peut-être 10 coachs qui faisaient des tournées à travers le monde pour montrer comment aborder des femmes en soirée. Puis aussi, il y avait un gros aspect sur la croissance personnelle. Donc, c'était comme un mix entre ce que David D'Angelo pouvait faire et ce que Mystery faisait, dans le fond. Fait que ça, c'était comme intéressant. Et justement, dans le livre de game, on voit, comme la personne qui est en bas, qui s'appelle Tyler, là, de Real Social Dynamics, ils ont participé ensemble à une espèce de truc où est-ce que pendant plusieurs mois, ils habitaient dans le même endroit. Ils appelaient ça le Project Hollywood. Et dans le fond, Neil Strauss habitait là, Mystery habitait là, et Tyler habitait là. Puis là, c'est comme, il y a plusieurs autres personnes qui habitaient là. Puis finalement, ça a tombé en chaos. Puis dans le livre, tu vois là que ça finit mal. Mais au final, il y a eu un moment où est-ce qu'ils étaient tous ensemble. Puis il y avait toutes des visions différentes du monde des rencontres. Fait que ça, c'est les années 2000. Fait que allons-y avec David D'Angelo. Comme j'ai dit, quelqu'un qui a encore ses conseils ont de l'impact. Dans ma recherche, je trouvais ça intéressant. J'ai réécouté ses conseils. Je suis comme, c'est bon, ça, ces conseils-là. Il me semble que c'est un conseil que je donne encore. Bref, fait que allons-y. Because we are so instant gratification minded as humans, I think we like to go under the assumption or under the hope that if we get out there and we learn a bunch of techniques, we'll kind of pick up the principles and we'll pick up the theory along the way. And that's true. It's just a lot more painful and it takes a lot longer and it's much more of a waste of time that way. Instead, maybe consider trying the opposite. Work on your inner game and learning the principles and the theory, and you'll pick up the techniques along the way. If you hang out with more evolved masters and you say, teach me the principles, it'll take a little bit longer initially to get it, to start to understand the principles. But as you're learning them, every once in a while, a technique will be used as an example. And you'll see how the technique fits. And you will master the area much more quickly. Très bon conseil, encore contemporain. T'sais, dans le fond, moi, je le dis encore, ce conseil-là. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au coach de rencontre, qui veulent savoir quoi dire. C'est pas juste quoi dire, c'est comme comment penser pour dire la bonne chose au bon moment de cette façon. Donc, il y a un travail sur comprendre les principes. Bref, c'est super intéressant ce que offrait David D'Angelo dans le temps. Puis maintenant, il est rendu un coach de marketing, en fait. Il a fait une transition. Mais bref, c'est quelqu'un encore de respectable dans son domaine. Et maintenant, je vais montrer Mystery, qui, juste pour mettre une préface, il fait un speech pour rallier les troupes, là, puis tu vois vraiment, ça exprime vraiment comment que le monde des pick-up artists existait dans les années 2000, dans le fond, de faire comme on est ensemble, nous contre le monde, puis on va trouver une solution pour réussir à avoir du succès dans nos rencontres. Vous êtes dans un endroit privilégié, c'est vraiment le concept de la société secrète, de on a trouvé le secret. Là, bref, je vous montre ça un instant. There are people that aren't living like us. We have tools at our disposal. We have the internet to catch ourselves up to speed. We have each other and a way of communicating with each other so that whatever you learn in field, you can bring to others, and whatever they learn, they can bring to you. It's collaborative. My job here is to catch you up to speed in the world of pickup, not enough so that you can just get laid, but enough so that you can teach it to your son. This is serious business. The rules, the strategies, the techniques that I have collected, discovered, or created over the last 15 years. I never meant to be a pickup artist. I just wanted a girlfriend. Just wanted to be loved. This stuff, if you apply it systematically, will work. Je lisais les commentaires, effectivement. En tout cas, ça reflète vraiment les différences de façon de voir les choses. Mais ça reste qu'on peut voir que, justement, lui, il était dans cette figure emblématique-là du mouvement Pick-up Artist qui s'est éteint, justement. On va en parler. Changeons de diapositive. Donc, de 2010 à 2020, c'est le déclin des Pick-up Artists traditionnels. Donc, finalement, ça ne fonctionnait pas tant que ça, leur conseil. Ah, malheureusement. Ça coïncide aussi avec la montée de ce qu'on appellerait le Natural Game, puis de Real Social Dynamics,
Dynamics qui enseignait justement ce concept-là de natural game. Eux, il y avait des longues vidéos sur YouTube. En fait, eux, ils faisaient des tournées à travers le monde. Ils enregistraient des conférences d'1 heure et les mettaient l'heure complète sur YouTube. À chaque semaine, il y avait 8 coachs qui faisaient des conférences. Donc, tu pouvais regarder quasiment 7-8 nouvelles vidéos d'1 heure par semaine quasiment. Tu étais bombardé de longues vidéos. Moi, j'étais un fanatique de Real Social Dynamics et ça reste quand même que certains coachs j'aimais plus, il y en a que j'aimais moins, etc. Mais c'était comme tu peux devenir vraiment incrusté dans cette culture-là. Moi, j'étais rendu vraiment à l'intérieur de la communauté des sorties en soirée, d'aborder les femmes en soirée, etc. J'ai eu une période de ma vie, je sortais 6 fois semaine à Montréal. Donc, par contre, justement, j'avais mes vieilles bases, justement, de David D'Angelo, tout ça. Donc, c'était plus quand même bienveillant, mais malgré tout, cette culture-là, moi, j'ai commencé en 2010, puis c'était comme fascinant, ça, c'est sûr. Puis, ceci étant dit, l'entreprise a eu un très gros scandale en 2014 avec un des coachs que lui enseignait des trucs de manipulation. Il appelait ça le drama game. Il dit, si tu crées du drama avec une femme, genre, puis tu lui mens, tu fais ci, tu fais ça, tant que tu crées des émotions fortes, elle va revenir à toi. Puis c'est comme genre, là, c'était plus tant de la croissance personnelle, juste que le gars, sa vie allait en vrille, puis il faisait juste faire des séminaires, puis il enregistrait le truc, puis il sortait live. Fait que, tu sais, des fois, il n'y avait pas tant d'éditing, tu sais. Fait qu'au final, il s'est fait vraiment ramasser par les médias, puis il a dit, là, tu dis vraiment ça, tes trucs, nanana. Mais tu sais, au final, il y avait une grosse partie de ce coach-là qui faisait beaucoup de la bonne croissance personnelle, mais il y a eu des moments où est-ce que c'était juste, il disait un peu n'importe quoi, puis là, il s'est vraiment fait pogner, puis l'entreprise manquait faire faillite, mais l'entreprise a des millions de dollars par année, tu sais. Puis là, maintenant, eux se sont tous rebrandés en coach de croissance personnelle, mais comme on the side, tu vois qu'ils essaient de vendre encore leur coaching, tu sais, de sortir en soirée, d'aborder des femmes, mais c'est comme initialement, là, de vue de première face, ils ont vraiment changé. Fait que c'est ça. Aussi, grosse apparition, gros mouvement Red Pill, sûrement que vous avez entendu parler de ce mouvement-là, puis ce qui en découle à partir de 2015. C'est un gars qui s'appelle Rollo Tomassi qui existe encore. Je ne vais pas trop en parler parce que moi, j'aime pas ça donner une vue sur les choses que je veux pas tant approuver. C'est quand tu donnes la visibilité à quelque chose que tu veux pas qui existe, c'est comme au final, tu l'aides à contribuer à ce que ça existe plus. Donc, mais bref, si je le résume ici, ben, c'est vraiment une vue là, de coach où est-ce que les femmes, la nature humaine des femmes, c'est ci, c'est ça, ce qu'on appellerait l'hypergamie. Tu sais, la femme veut toujours upgrade d'un homme à l'autre, donc tu dois upgrade en tant qu'homme, tu dois devenir riche, tu dois devenir plus grand. Si tu ne l'es pas, ben, tu es pogné comme ça. C'est un peu, des fois, c'est un peu pessimiste parfois, cette vue-là de Red Pill, mais par contre, il y a des conseils intéressants, il y a des idées intéressantes. Je ne vais pas tout nier qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais malheureusement, moi, de la façon dont je le vois, c'est qu'il y a beaucoup de coachs Red Pill qui étaient plus dans la frustration que dans vouloir aider à ce que les hommes et les femmes s'entendent et trouvent l'amour. Donc, bref, il y a aussi le mouvement MeToo en 2017. Donc, ça a beaucoup freiné les ardeurs de certains coachs qui étaient trop dans des approches trop sexuelles, trop directes, trop polarisantes. Donc, eux, ils ont disparu. Là, au final, peut-être qu'ils avaient même peur de se faire dénoncer. Fait que, ils ont disparu. Donc, c'est ça qui est arrivé des années 2010 à 2020. Donc, ensuite, 2020 jusqu'à maintenant, ben, il y a eu une explosion de contenu en ligne. Là. C'est vraiment difficile de s'y retrouver. Sûrement qu'avec, vous savez, là, avec TikTok, avec ça, on peut scroller, on peut trouver plein d'affaires. Puis, on fait vraiment face à une polarisation du discours. Donc, tu sais, Andrew Tate, Fresh and Fit. Beaucoup de gens parlent contre Andrew Tate, mais moi, ce que je trouve, c'est que Fresh and Fit est sûrement pire qu'Andrew Tate. Mais en tout cas, les deux sont pas dans les tops, selon moi. Je sens que même moi, je suis tombé dans le panneau initialement. Andrew Tate, je le trouvais quand même charismatique. Comme tout le monde qui est un homme, tu regardes ça, c'est intéressant, certains conseils. Mais quand tu réalises qu'il faisait du trafic humain, c'est comme, ouais, c'était pas une joke, là, c'est réellement, il faisait ça. Bref, ça pour dire qu'on va pas rentrer dans le débat là, aujourd'hui, mais ça reste quand même qu'il y avait un débat très homme alpha, homme masculin. Tu dois être un boss, tu dois fumer un cigare, puis avec ton whisky, puis t'es riche maintenant, puis t'as une Lamborghini, puis tu sais, cette espèce d'idée-là du rêve américain, tu sais, de la consommation, tout ça. Fresh and Fit, eux, ils ont fait un podcast qu'à chaque semaine, ils invitaient des femmes, puis ils débattaient avec eux du monde des rencontres, mais ils trouvaient toujours des femmes qui avaient, tu sais, très agressives, très comme confrontationnelles. C'est vraiment un show comme Jerry Springer, si vous connaissez un peu ce concept-là. Et moi, je sens que ça n'a pas aidé au monde des rencontres. Ça a créé encore plus de division entre les hommes et les femmes. Puis au final, Fresh and Fit sont fait comme bannir la monétisation de YouTube. Là, maintenant, ils sont sur, je pense, Rumble, etc. Ils sont allés dans les abysses de l'Internet. Mais bref, ça pour dire que c'est quand même des gens qui étaient très suivis là, pendant un bout des années 2020 et plus. Et il y a aussi certains mouvements de révolte contre le monde des rencontres modernes. Donc là, ça, je vais juste l'effleurer, encore une fois, comme
j'ai dit, je veux pas donner de visibilité à des choses négatives que moi, je voudrais pas comme encourager les gens à aller là-dedans. Mais le MTOW, comme on pourrait dire, le Men Going Their Own Way, donc c'est des hommes qui décident de plus jamais s'investir dans le monde des rencontres. Puis vraiment, comme d'un point de vue, comme pas juste laisser les choses derrière toi, mais vraiment comme ça devient une position. Je sais pas si tu comprends. C'est un peu comme quelqu'un qui dit je suis végétarien. C'est comme moi, je suis Men Going Their Own Way. Je ne vais plus jamais dealer avec une femme de ma vie. Je veux plus de relations amoureuses. Je veux plus de relations romantiques. Ça, c'est des red pills, tu sais, à un niveau comme extrême, de certaine façon. Le fameux incel, tu sais, des célibataires involontaires, ça, c'est malheureux. Certaines personnes qui sont incel sont juste dans le sens qu'ils sont tristes, tu sais, fait qu'ils cherchent une communauté qui se rallie. Tu sais, moi, de certaine façon, je l'étais incel jusqu'à 25 ans, mais c'est juste, j'ai réussi à m'en sortir de certaine façon. Mais bref, c'est comme une communauté de gens qui sentent qu'ils n'ont pas le succès qu'ils méritent au niveau des rencontres, puis ils essaient de trouver des raisons. Il y a des discours négatifs du monde incel, puis il y a des coachs qui capitalisent sur ça. C'est pour ça que j'en parle ici. Là. Et il y a aussi le fameux black pill, qui est comme le red pill extrême, de dire que c'est comme tant que tu fais pas 200 000 par année puis que tu n'as pas un six-pack, tu pourras jamais avoir du succès dans tes rencontres, donc tu serais mieux d'abandonner. C'est un peu ça, le black pill. Pas tant d'accord avec ça, mais c'est comme tout ça, là, tu vois qu'on polarise, on va dans l'extrême de la façon qu'on voit les choses. Donc moi, j'ai juste mettre en note ici, là, faire attention au biais de confirmation. Donc c'est quoi? C'est si tu crois quelque chose, tu vas chercher quelqu'un pour te rallier à ta cause que tu crois déjà. Fait que là, tu dis, ah oui, c'est ça, les femmes, c'est des profiteuses. Puis là, tu vas suivre ce coach-là parce que c'est ça qu'il a dit, mais comme c'est juste parce que tu veux confirmer ta propre croyance. Donc fais attention, si tu entretiens des croyances négatives, c'est peut-être pas des croyances productives, puis il faut peut-être pas juste suivre quelqu'un qui a les mêmes croyances que toi, mais quelqu'un qui veut ton bien, sans de façon. Bref, c'est ça, je voulais faire ma note aujourd'hui. Et ceci étant dit, il y a encore plein de sports dans le monde des rencontres. Là, jusqu'à maintenant, il existe encore plein de coachs qui sont bienveillants, qui mettent l'emphase sur le développement personnel. J'écris comme moi, mais il y en a plein d'autres aussi là, qui sont très positifs. Là. Autant des coachs pour hommes, des coachs pour femmes, des coachs pour n'importe quel genre de personne. Bref, tout ça pour dire que c'est ça que je dois te parler. Maintenant, où est-ce que moi je me situe vis-à-vis de tout ça? Ben moi, si on résume mon approche, c'est travailler sur soi pour devenir plus attirant, plus intéressant en tant que personne. Pour ensuite être capable de faire plus de rencontres intéressantes avec le genre de personnes que tu veux rencontrer. Donc au final, c'est un travail sur soi pour débloquer au niveau du monde des rencontres, comprendre un peu mieux les étapes, comprendre qu'est-ce qui va faire que tu vas être mieux perçu comme un homme plus attirant. Pas nécessairement prétendre à quelqu'un d'autre, mais juste comprendre comment toi tu peux travailler sur toi pour devenir cette personne-là qui a un meilleur attrait quand tu rencontres quelqu'un, être capable de te lancer pour parler aux gens, t'enlever les peurs, etc. Puis tout ça pour dire que moi, ma plus grande influence, ça reste quand même David D'Angelo, je ne vais pas le nier, parce que David D'Angelo, dans ses propres séminaires, mentionnait des livres qu'il a lus, puis moi, je les ai lus, les livres. Il disait, dans tel livre, j'ai lu telle affaire, je suis comme là, j'allais le downloader, j'allais l'acheter, puis je l'ai lu. Fait que il y a beaucoup de croissance personnelle classique qui viennent des années 80, 90, 2000, que lui mentionnait, et c'est vraiment intéressant. Puis moi, c'est ça vraiment le gros aspect de ce que j'enseigne. J'ai aussi été ouvert à apprendre tout ce qui s'enseignait sur le sujet, même les sujets connexes, c'est des sujets reliés à la peur du jugement des autres, l'anxiété. C'est des thèmes là, qui sont classiques au niveau du monde des rencontres quand j'aide les hommes. Puis aussi, chaque de mes enseignements sont adaptés à la réalité québécoise. C'est pas toujours le cas. Si tu suis les conseils d'un coach américain ou français, certains coachs américains qui montrent la réalité de comment aborder une femme dans un club bondé de Las Vegas ou de Miami, mais c'est pas la réalité j'allais dire Saint-Lin, j'ai juste inventé une ville, mais on se comprend. Ça dépend toujours de l'endroit où est-ce que tu es. Puis les coachs français, même s'ils parlent la même langue, ils n'ont pas exactement la même réalité du monde des rencontres. Donc voilà. Pour en savoir plus, c'est la dernière diapositive. Moi, mon podcast s'appelle le podcast Authentique. Donc ça, c'est le nom de mon entreprise qui s'appelle Authentique, phonétiquement écrit comme ça, avec un Q pour le Québec. Donc ça aurait pu être comme, mais j'ai dit Authentique avec la lettre Q. Mon YouTube, ma page Facebook, Authentique. La communauté Authentique, c'est un groupe Facebook avec environ 6000 membres. Mon programme de coaching qui s'appelle l'approche authentique. Ça, si tu veux en savoir plus, viens me voir. Je pourrais t'envoyer de l'information. J'ai une vidéo qui explique c'est quoi. Je pourrais t'en parler de vive voix si tu veux même. Donc, c'est pas mal ça. C'est ça qui conclut tout ça. Puis moi, ce que je me demandais aussi, je ne sais pas à quel point tu es au courant, là, mais côté communauté, coach et regroupement, mettons au niveau des femmes, à quel point ce mouvement-là est présent, actif, nombreux? Je sais pas si tu as des infos là-dessus. Tu parles des gens qui s'intéresseraient à avoir du succès dans leur rencontre, de cette façon? Ouais, mettons, mais plus adressé aux femmes, parce que cette évolution-là, puis même toi aussi, t'es plus actif au niveau là, justement de coacher les hommes, mais l'équivalent féminin, il existe-tu, puis à quel point? Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un biais des deux côtés. En tant qu'homme, en général, les hommes veulent plus savoir comment faire les choses, puis les femmes, des fois, veulent plus comprendre les choses d'une façon. Puis je pense que dans le monde des rencontres, moi, de ce que j'ai vu, j'ai même eu des échanges avec des coachs québécoises. J'ai parlé à 2 coachs québécoises qui aident les femmes. Puis dans le fond, eux sont plus, qu'est-ce qu'ils enseignent dans leur méthode, puis là, je veux pas dénigrer leur méthode, c'est juste des méthodes différentes, sont plus dans le concept un peu de comme le pouvoir de l'intention, la loi de l'attraction,
rencontres, ce genre de trucs-là, puis de vraiment un meilleur contrôle émotionnel aussi, justement, pour pas s'emporter vis-à-vis des situations, etc. Tu sais, les hommes, ils ont besoin de ces conseils-là, mais au final, ils veulent plus savoir techniquement quoi faire, etc. Donc, c'est des approches différentes, mais ça fait que certains coachs plus de croissance personnelle adressent le concept des rencontres, puis aussi les coachs de rencontres font beaucoup plus un axe de croissance personnelle ou de comme attirer la bonne personne à toi, puis de réussir enfin à avoir la bonne personne dans ta vie, etc. Puis c'est moins technique, tu sais, genre, il y en existe des coachs là, qui le font un peu. Je connais un coach, justement, français qui est super bon, puis il venait souvent au Québec, puis il était l'ami d'un de mes amis, tu sais, dans le temps, le monde est petit de certaine façon dans ce domaine-là. Puis ce gars-là, tu sais, il était coach pour hommes, qui est devenu coach pour femmes. Ça s'appelle L'Homme Expliqué, là, si vous allez voir sur Internet. Puis dans le fond, lui, maintenant, il donne des conseils, mais tu sais, c'est un homme qui donne des conseils aux hommes, qui donne des conseils aux femmes maintenant. Fait que là, il est très dans l'aspect technique de quand il arrive ça, voici la dynamique en jeu, puis voici ce que tu dois répondre. Mais c'est une minorité. La majorité des coachs pour femmes vont aller beaucoup plus dans l'essence de tu mérites d'être dans ton énergie de femme et d'attirer le genre d'homme que tu veux. Puis là, j'ai l'air de dénigrer ça, mais c'est juste de dire que c'est une autre énergie. Là. C'est vraiment pas le même genre. Ouais. OK. Ah, super intéressant. Je savais pas ça. Merci pour l'info. Je suis en train d'aller chercher. Je sais pas si tu as un lien avec tous tes liens. Si j'ai un lien avec tous mes liens, non, j'ai pas ça. Ah ouais, OK. Ma description était vraiment boiteuse, là, mais dans le fond, c'est ça. J'avais compris. T'avais nommé beaucoup de liens en même temps, puis je me demandais si t'avais genre All My Links ou quelque chose comme ça. Là. Moi, je pense que si tu regardes sur Google, t'écris authentique, de la façon dont je l'ai écrit, tu vas le trouver, comme il y en a 1000 sortes différentes. T'écris OTANTIQ, il va avoir tous les trucs. T'écris podcast, YouTube, Facebook, whatever, ça va juste tomber. Puis après, quand tu vas tomber sur un, il va avoir les liens vers les autres. Ouais. Je mets le lien de ton podcast sur YouTube, en fait, parce que non seulement on a accès justement à tes épisodes de podcast que tu as filmé par vidéo, mais il y a un lien aussi vers ta communauté. Donc à ce moment-là, je pense qu'à partir de là, prenez un lien, vous allez vers un autre, puis après ça, vous allez tomber là, sur le restant des canaux. Ouais, c'est ça, promenez-vous là-dedans. Puis si vous êtes intéressé par le format podcast aussi, William a tourné des super de bons épisodes vraiment très intéressants. C'est comme ça que je t'avais connu, moi, initialement, parce que quand je faisais mes recherches justement dans cet univers-là, je cherchais là, justement à droite, à gauche, puis j'étais tombé sur tes vidéos, puis je trouvais vraiment que tu sais, justement, tu l'as mentionné à la fin de présentation, mais je peux confirmer, c'est vrai, là. Tu détonnes vraiment beaucoup par rapport à tout ce que j'ai vu ailleurs sur la toile, ailleurs sur Internet, des autres personnes de ton domaine. Tu as vraiment complètement une autre approche, là, justement, qui, moi, personnellement, comme homme, ça me parlait vraiment beaucoup plus. Parce que, justement, tu es moins dans le pick-up line, tu es moins dans juste la technique, la surface. Ça va beaucoup plus loin, c'est plus dans le développement personnel, c'est plus bienveillant, plus avec une bonne vibe aussi. Puis, non, vraiment, là, c'est une des raisons pourquoi j'étais content de t'inviter, justement, là, parce que j'ai toujours bien apprécié là, comment tu développes cette approche-là, justement. Ouais, puis je te remercie. Puis qu'est-ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a comme tout un enjeu parce que en tant que coach, certains coachs pour hommes vont vouloir beaucoup axer sur justement qu'est-ce que l'homme veut. Fait que là, ils vont aller dans voici comment attirer une femme, voici comment la phrase ou comment la faire que tu dois faire. Puis tu sais, très comme technique, mais au final, c'est pas nécessairement ça qu'un homme a toujours besoin. Et de l'autre côté, il y a certaines personnes qui sont plus dans un aspect de conférencier, motivateur, puis qui n'est pas négatif en soi, mais c'est pas toujours assez concret. Donc là, il faut comme trouver un juste milieu entre comme être dans le bon état d'esprit et prendre les bonnes actions aussi. Il faut faire les deux en même temps parce que il en existe. Là, en ce moment, moi, je connais ce domaine-là, mais en ce moment, il y a David Bernard là, qui est comme une figure à la télé, mais aussi qui donne des conférences sur l'amour. Il fait un truc qui s'appelle Prêt pour l'amour et c'est aucunement parlant mal de ce qu'il fait parce que justement, je pense qu'il a fait un live puis il vend un produit et tout ça. Mais ça reste que moi, de ce que j'ai su des gens qui ont suivi son truc, c'est que c'est très quasiment pas axé pour les femmes. Qu'est-ce que je viens de dire? Dans le sens que c'est très motivationnel, faut que tu y crois que l'amour peut arriver, etc. Mais c'est comme, OK, mais là, maintenant que j'y crois, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a comme pas d'action derrière la croyance, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas mauvais en soi, parce qu'il y a des gens qui sont même pas dans ce processus-là. Si t'es pas rendu à y croire que c'est possible pour toi, c'est sûr que ça va pas réussir à nouer. Fait que c'est comme intéressant. Ça s'appelle Prêt pour l'amour pour une raison, pour te rendre prêt pour l'amour. Mais une fois là, que t'es prêt, qu'est-ce que je fais? Bon, au pire, appelle William. C'est pas mal ça. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Sinon, il y a une autre personne qui s'appelle Marc Gervais au Québec. Moi, j'aime bien aussi. Beaucoup dans les conférences. Puis beaucoup, lui, il parle beaucoup justement les gens qui sont dans le mal-être, comment sortir un peu de la douleur, de mal comprendre leur situation. Mais une fois sorti de la douleur, qu'est-ce que je fais? C'est des gens qui viennent me voir par la suite souvent aussi. Puis j'ai un autre compétiteur qui est comme purement coach de séduction, mais au final, il n'est pas vraiment à la compétition parce qu'on n'attire pas les mêmes personnes. Malgré qu'il y a des gens qui viennent le voir et qui viennent me voir après. Puis on va pas le nommer juste pour pas faire de la pub gratuite.
tout. Mais, Ben correct. fait que sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres. Il y a aussi des coachs qui sont un peu généralistes. Je connais une femme qui est coach pour hommes et femmes et justement, ses services. Parce que moi, souvent, les gens viennent voir d'autres coachs, après ils viennent me voir. Fait que c'est pour ça que je connais un peu derrière le truc, mais cette femme-là, elle enseigne beaucoup justement ce concept-là de écris c'est quoi ton ancienne identité sur une feuille, maintenant déchire la feuille et lance-la à la poubelle. C'est pas pire, là, mais c'est comme au-delà de ça. Il y a le geste symbolique derrière, là, ouais. Non, c'est des bonnes pistes. C'est juste... Puis encore une fois, c'est pas parler mal contre ces coachs-là parce que je sais qu'ils aident les gens. Le but, c'est d'aider les gens. Là. Mais oui, c'est absolument. vraiment. Mais bref, c'est un domaine intéressant. Puis moi, ce que je peux rajouter sur ça, c'est dans l'aspect société, c'est les coachs américains, je pense, qui sont le fléau, selon moi. Les coachs américains, eux, c'est de la chasse aux vues puis aux clics, puis pas réellement à aider les gens. Fait que c'est vraiment des vox pop de hey, toi, est-ce que tu ferais ça, telle affaire, ta table? Non, je ferais pas ça, tata. Ou début de l'intro, là, fais jamais ça avec une femme. Non. C'est toujours comme dans la polarisation, dans l'extrême pour attirer l'attention, le tape à l'œil, mais beaucoup de ces personnes-là, je ne sais pas si réellement ont des relations saines et épanouies dans leur propre vie en tant que coach. Puis moi, au moins, je peux le dire, là, je suis dans une belle relation, puis je suis très content, puis j'ai aidé mes clients à se rendre là aussi. Fait que, bref, c'est ça. Il y a eu plusieurs commentaires. Premièrement, les gens ont l'air d'avoir trouvé ça. Je ne sais pas si tu as lu un peu le chat, là, mais les gens avaient l'air vraiment très, très, très intéressés. Scaldasson dit, entre autres, sincèrement, j'étais sceptique, mais j'aime ta démarche de travail sur soi et non jouer la game de séduction. Donc, voilà une fleur lancée à ton égard. Le mélange présentation vidéo référence live est vraiment cool. Le biais de confirmation est tellement accentué avec les réseaux sociaux. Par défaut, la plupart des algorithmes vont pousser du contenu qui te plaira potentiellement. Donc, si tu aimes le contenu bleu, il va te pousser du contenu bleu. Ça, c'est quand tu parlais là, justement de ceux qui recherchent comme le biais de confirmation dont tu parlais tantôt. Ben moi, j'ai fait le test. En fait, j'ai un téléphone spécifiquement pour mon entreprise, puis un téléphone spécifiquement pour moi. Puis je me suis inscrit à TikTok avec mon compte d'entreprise. Puis j'ai commencé à juste follow puis suivre tous les canaux de conseils de rencontres. Ouais. Puis là, j'ai commencé à scroller. Puis là, je commençais à tomber justement dans des trucs que tu vois qui veulent. C'est des vidéos pour attirer l'attention. C'est comme si t'es en peine d'amour, si ton crush était l'affaire, c'est peut-être ces 3 raisons. Tout le temps des affaires comme mystérieux, l'horoscope du monde de l'amour. T'es curieux de savoir c'est quoi le secret, etc. Puis c'est ça, c'est vraiment l'algorithme. Puis c'est juste parce que j'ai followé des trucs, j'ai commencé à swiper. Puis là, OK, maintenant, c'est juste ça ton contenu, c'est ça que t'aimes, on va le faire. Puis, ouais, c'est ça. Puis le problème, c'est ça, c'est que si tu tombes justement un peu dans cette. Tu sais, appelle ça des éco-chambres. Quand tu tombes dans une éco-chambre de négativité, c'est vraiment triste parce qu'au final, tu réalises pas que tu es rendu dedans. Puis là, finalement, le monde est négatif. Tout est mauvais, les gens sont mauvais, les gens sont mal intentionnés, c'est impossible de réussir. Ben, c'est comme, ben là, ça t'aide pas à réussir dans la vie. Là. Mais bref. Non, exact. Netsuno, qui après s'est abonné, dit perso, ma pick-up line, moi, c'est j'aimerais plus te connaître. Il dit ça a fonctionné, je vais la marier en septembre après 5 ans. C'est intéressant. Je pourrais donner un petit conseil par-dessus ça parce que ça relie un peu à ce que j'enseigne. Là. Dans le fond, un des principes que je trouve le plus important dans le monde des rencontres, c'est de comprendre que les gens vont te percevoir dès le départ comme quelque chose. Puis le but, c'est pas d'essayer de créer une impression différente de ce que tu es, mais de réellement devenir une personne plus attirante. Puis au final, qu'est-ce que tu vas dire? Si tu es une personne attirante puis intéressante, théoriquement, la première ligne n'est pas autant décisive de certaine façon. Parce que qu'est-ce que tu dégages comme énergie? Peut-être quand tu as dit hey, salut, j'ai envie d'apprendre à te connaître, tu as une belle énergie en le faisant, un beau sourire, puis comme oui, pourquoi pas? Tout simplement. Puis ça, des fois, les gens l'oublient. Ils veulent comme pallier en ayant l'air attirant, mais ça, c'est court terme. Je pense que c'est de devenir cette personne-là. Puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Bref, des traits de caractère à développer, des façons de s'y prendre, effectivement. Non, exact. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on parlait que ta démarche semble beaucoup dans le développement personnel. Puis YouComics, c'est un peu plus haut tantôt, par rapport à plusieurs conseils que tu disais, entre autres quand tu avais abordé justement D'Angelo, puis un peu plus ta démarche à toi. Je l'ai vu écrire à un moment donné, elle disait, ça s'applique à d'autres domaines aussi. Tu as commencé à parler comme quoi, au final, c'est ça, les bons conseils puis le bon développement dans le monde des rencontres, ça part aussi un peu, tu sais, beaucoup de similitudes avec le marketing. Tu as quelques-uns de tes épisodes de podcast aussi qui en parlent un peu. On a le marketing, en fait, comme domaine vers lequel on peut faire un pont entre, mettons, les principes du monde des rencontres, les principes de cet autre domaine-là qu'est le marketing. Quels autres domaines tu verrais comme association, mis à part le marketing? Ben là, c'est relié, parce que c'est à peu près la même chose. Ça dépend comment tu vois ça, mais il y aurait la vente, là, évidemment. Là, ouais. C'est la persuasion.
c'est beaucoup, je pense, les domaines. J'ai de la misère à comprendre la question pour savoir comment y répondre. Dans le fond, des domaines de gens qui travaillent là-dedans ou des domaines généraux? Qu'est-ce que tu veux dire au final? Ce que je disais, dans le fond, c'est que est-ce qu'il y a d'autres exemples de domaines, en fait, dans lesquels on pourrait dire, ben, le principe s'applique, là, il y a des liens, là, finalement, entre ces domaines-là, entre le monde des rencontres puis tel autre domaine? Ben, premièrement, c'est si tu prends le monde des rencontres puis tu l'élargis, parce que des fois, les gens, quand ils parlent du monde des rencontres, ils parlent juste des rencontres romantiques, amoureuses, tu sais, mais au final, c'est les relations humaines. Je pense qu'il y a beaucoup de conseils qui s'appliquent dans tous les styles de relations. Donc, tu sais, que ce soit au travail, avoir une augmentation de salaire, avoir un meilleur poste, des postes de leadership. Tu sais, il y a beaucoup de coaching sur le leadership qui sont axés sur les gens qui sont en entrepreneuriat, mais le leadership, c'est quelque chose qui fonctionne énormément dans toutes les relations, pas juste les relations amoureuses, mais les relations aussi interpersonnelles. Je pense que c'est ça aussi une chose que j'enseigne, c'est d'être capable d'inspirer les gens, influencer les gens à la positive d'une façon bienveillante. C'est How to win friends and influence people. Il y a le mot influence dedans. C'est vraiment un thème là, classique. Donc, effectivement, j'ai de la misère à répondre à ta question. J'aurais aimé ça, il me répond mieux, mais je Je m'attendais pas à une grande réponse exhaustive non plus, t'inquiète pas. Mais moi, si je peux faire un petit lien rapide, par contre, c'est entre le marketing et la vente. C'est quelque chose de classique dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu as la marketing qui te donne une visibilité, puis après, tu as la vente qui te fait avoir la vente, puis des fois, les gens les séparent. Mais souvent, si tu as un bon marketing, la vente va être facile. Puis si ton marketing n'est pas très bon, il faut que tu vendes très fort, d'une façon. Puis je pense que c'est un peu ça qu'il faut comprendre du monde des rencontres, c'est que tu travailles sur toi si tu travailles ton marketing de cette façon. Tu travailles comment la perception que tu dégages, puis au final, la vente va être facile si tu n'as pas besoin de prétendre à quelqu'un d'autre. Parce que le concept faire une vente un peu à pression, c'est que tu as besoin de créer beaucoup plus pour faire la vente parce que théoriquement, ce que tu vends, c'est pas si bon que ça, mais là, tu essaies de faire que c'est si bon que ça à la personne. Donc, c'est un peu ça qu'on pourrait faire aussi la comparaison entre les pick-up artists et des coachs plus dans des domaines plus authentiques, coaching. C'est ce qu'on appelait avant le inner game. David D'Angelo enseignait le inner game, qui était comme le game interne. Puis là, maintenant, c'est devenu le natural game, qui est comme à peu près la même affaire. C'est ça, on travaille sur soit en premier, puis après. Donc, plus le marketing que la vente. Donc, ça serait peut-être le lien que je pourrais faire là, sur ça. En fait, c'est plus la vente et le marketing qui s'inspirent des relations interpersonnelles que l'inverse. Ouais, effectivement, j'avoue. Mais c'est l'humain qui achète, là, au final, c'est ça. C'est ça, ça reste qu'on vient à l'humain, là, effectivement. Est-ce que Marc Boilard, moi, ça me dit rien du tout. Je sais pas si toi, ça te dit quelque chose. Moi, je peux répondre. Oui, je le connais, Marc Boilard, mais pas étroitement. Là, dans le fond, anecdote personnelle de ça. Puis, dans le fond, moi, j'ai jamais été un fan du terme séduction depuis le début. Là. Mon premier nom d'entreprise s'appelait Social Habileté. En tout cas, c'était pas très bon, mais c'était comme une espèce de. Tu sais, comme tu mets deux mots ensemble, puis tu essaies d'être. En tout cas, c'était ça le nom de ma première entreprise. Puis après, quand j'en avais des partenaires d'affaires, on était deux. Là. Dans le fond, on n'était pas une grosse équipe. Là. On était deux de plus, on était trois au total. Et on a brainstormé un nom. Puis dans le fond, le nom le plus comme facile à ce moment-là, des années comme 2010, on s'est appelé Séduction 514. Donc, Séduction comme Montréal, dans le fond. Puis on faisait du coaching sur le terrain à Montréal. Moi, j'aimais pas le terme séduction, mais en même temps, j'avais comme une impression que c'était pas le bon terme à utiliser, mais je suis comme, c'est ça le terme que les gens utilisent. Donc, on va aller de l'avant avec ça. Puis après, quand il y a eu plusieurs controverses, trucs comme ça, le terme séduction a vraiment disparu. Puis on a arrêté de l'utiliser, puis on a renommé l'entreprise. Puis après, j'ai renommé l'entreprise. Quand j'ai eu l'entreprise seule, mon plan, c'était de comme, me retourner de bord pour pouvoir comme, faire bien les choses. Évidemment, tu peux pas changer de nom en 2 secondes, mais là, j'ai tout bien prévu ça. Puis là, j'ai lancé Authentique, qui était comme vraiment plus un nom authentique, un nom qui me représente plus. Bref, revenons à l'anecdote, c'est que dans le temps, quand on était à Séduction 514, on faisait des publicités sur Internet, puis même des publicités de bannières, puis on faisait des publicités sur monclasseur.com. Donc, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'était un site de rencontre que Marc Boilard était comme un partenaire d'affaires. Il faisait des capsules de conseils en revenant du Vietnam. Peut-être que tu connais pas ça, mais les gens dans le chat qui sont plus vieux vont connaître ça. C'était des conseils de dating. Moi, je trouve ça très intéressant. Il y a certains concepts qui sont encore intéressants, certains concepts qu'on pourrait dire démodés, mais en même temps, ça reste que cette personne-là, Marc Boilard, était quand même relativement bienveillant dans ce qu'il enseignait. Puis là encore, je pense que maintenant, un Patreon, il fait des choses, ça, de son côté. Bref, tout ça pour dire que je me rappelle que Marc Boilard, il faisait des chroniques à la radio. Puis il a parlé de nous à la radio parce qu'il est tombé sur notre publicité sur son propre site. Puis il a dit, c'est quoi ça? Puis il a cliqué. Puis il a lu. C'était comme une page là, qui donnait 3-4 conseils. Puis il disait, si tu veux en savoir plus, clique ici, mets ton email. Là, si tu mets ton email, tu reçois un guide. Puis après, en recevant le guide, veux-tu avoir une formation vidéo? Dans le temps, c'est ça qu'on vendait, des formations vidéo. Puis dans le fond, il nommait les conseils. Puis il a dit, c'est des excellents conseils. L'extrait était comme disponible sur Internet.
je lui ai envoyé un email pour dire hey, merci d'avoir parlé de nous, nanana. Ça fait ah non, c'est très bon ce que vous faites, continuez votre bon travail, nanana. Mais c'est la seule fois qu'on s'est parlé, puis il m'a peut-être oublié. Là. C'est pas, je sais pas si tu comprends. On n'a pas une longue discussion. Puis ça, c'était comme en 2015-2016, dans mes débuts de coach. Ouais. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est mon seul contact, mais moi, j'ai rien de négatif envers lui. Puis il y a une intention à aider les gens encore, Marc Boilard. Fait que moi, j'aime bien ça. Mais je sais pas si ça s'appellerait coach en dating. Là. En ce moment, il fait beaucoup un podcast qui interviewe d'autres humoristes, il parle de la business, de l'humour. Lui, il aime ça aller dans plusieurs directions. Fait que je pense pas que c'est un coach de dating en soi. Là, mais OK, ouais. il y a eu beaucoup l'étiquette. Justement, il en parle dans les podcasts qu'il y a eu l'étiquette de coach de dating parce que, dans le fond, retournons, cours d'histoire pour Frank. Dans le fond, il y a une émission des années 90 qui s'appelait Testostérone. Je sais pas si ça dit quelque chose. Là. C'était à TQS. Non, ça me dit rien. Dans le fond, c'était copié d'un concept américain que c'était comme un show pour hommes. On parle d'affaires d'hommes. On fait des jokes un peu sexistes, etc. Puis c'est drôle, etc. Puis Marc Boilard, il faisait des chroniques sur le dating. Puis il faisait comme un personnage comme amplifié de comment faire avoir du succès avec une femme, etc. Puis lui, dans le fond, il s'était inspiré un peu de coach américain. Mais comme au Québec, on faisait ça. T'sais. Fait que là, il faisait il faisait des nouveaux termes. Il parlait de brider avec une femme, ça veut dire coucher avec une femme, etc. Parce que le point, c'était que les gens ils trouvaient ça bien drôle, mais lui, ça l'a comme pogné cette étiquette-là. Puis ça fait comme 20 ans qu'il fait ça, mais les gens croient encore que c'est ça. Bref. Fait que c'est de là qu'il vient, Marc Boilard. Donc, OK, intéressant. Merci pour l'anecdote. Il y avait un commentaire beaucoup plus haut dans le chat. À toi de voir comment, si tu veux y répondre et comment, et sens-toi bien à l'aise. Zero Gamer disait le célibat par choix n'est pas problématique. MG Tao, Make Tao, je sais pas comment tu l'as appelé. Je connais pas exactement la mentalité, mais je vois pas avec ta brève description en quoi c'est problématique. J'aimerais plus d'explications si tu veux. Merci. Attends, là, c'est parce qu'il faut pas mélanger les termes. T'sais. Incel, c'est célibataire involontaire. Ça, c'est juste de dire que... Il parlait de MGTOW. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le fond, comme MGTOW, c'est Men Going Their Own Way. Ça, c'est comme un célibataire volontaire, dans le fond. Célibataire involontaire, c'est que tu es triste que tu l'es pas. Le célibataire volontaire, le Men Going Their Own Way, c'est pas mal en soi. C'est juste que c'est vraiment une philosophie axée sur le fait que tu vois pas la valeur aux relations humaines, interpersonnelles, reliées au monde des rencontres romantiques. Tu as le droit de croire ça, mais c'est comme moi, je vois pas ça comme quelque chose de productif, personnellement. Mais tu sais, en même temps, là, on peut aller dans plusieurs directions, mais le problème, c'est que le mouvement en soi, Men Going Their Own Way, c'est principalement des hommes frustrés, malheureusement. Je veux pas parler mal contre ça, mais c'est juste de dire que c'est beaucoup d'hommes qui sont un peu, de cette façon, incel. T'sais. Fait que là, ils disent, tant qu'à être incel, au lieu de me faire rejeter, je vais rejeter l'autre en premier. C'est un peu ça, cette stratégie-là, de cette façon, qui est comme un mécanisme de défense psychologique. Ouais. Mais bref, ça pour dire, je suis pas contre Men Going Their Own Way, c'est juste de dire que la théorie de ça est pas. Tu as le droit de faire les choix que tu veux dans ta vie, tu as le droit de décider de pas dater, tu as le droit de décider de. Il y a des gens, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, il y a des prêtres, là, les prêtres, je sais pas si c'est le meilleur exemple à donner, mais il y a des prêtres qui prennent le vœu de chasteté, puis sont bien corrects, là, de cette façon. En tout cas, ça, c'est une autre histoire, là, mais bref, ça pour dire que tu peux prendre tes propres choix personnels, mais c'est juste les coachs qui parlent de ce thème-là, les gens qui en parlent, cet aspect-là de coach de dating qui sont Men Going Their Own Way, c'est pas productif, c'est juste ça mon point. Puis, il y a des canaux qui existaient, puis moi, justement, je prends beaucoup la parole, désolé, mais dans ces années-là, il y a un moment donné sur YouTube qui avait vraiment une envolée des canaux Red Pill. Moi, j'étais super curieux sur ça. Je m'abonnais aux canaux, tout ça. Il y a des canaux Men Going Their Own Way, etc. Je m'abonnais à ça, j'écoutais. J'étais vraiment curieux de voir tout ça, puis de voir où est-ce que ça évolue. Puis ces canaux-là se sont fait vraiment bannir. Même pas shadow ban, bannir. Les canaux ont disparu. Là. YouTube a dit c'est terminé. Après 2-3 je pense depuis MeToo, il y a comme eu une espèce de purge. T'sais. Fait que là, ça, c'est dans les bas-fonds de l'Internet maintenant. Si tu veux aller voir des trucs de Men Going Their Own Way, des trucs Red Pill, c'était très populiste, là, très populaire même. Là. Dans le fond, c'était regarde comment cette femme a divorcé cet homme parce que l'homme a fait faillite. Tout le temps des histoires, ce qu'on appellerait du rage bait, là, de vouloir amener comme voilà comment tu peux t'offusquer de cette situation, puis voilà comment c'est injuste. T'sais. Puis là, YouTube a dit là, c'est terminé. Là, vous faites des centaines de vues, là, mais des centaines de milliers de vues là, par vidéo, mais on veut pas ces vues-là comme on veut, comme c'est pas advertiser friendly, c'est très négatif. T'sais. Fait que là, ils ont juste. Ça a disparu. Ok, ouais, je comprends. All right, merci pour la réponse. Netudo qui avait rebondi, puis je trouvais ça intéressant. Il disait ce qu'il lui a dit, en fait, quand il lui a dit j'aimerais mieux te connaître, puis en parlant là, justement de sa relation actuelle. C'était vraiment ressenti ce que je lui ai dit. En fait, je voulais vraiment la connaître car je sentais une belle énergie qu'elle dégageait. En fait, j'ai juste dit ce que je pensais à ce moment. C'est excellent. C'est vraiment la façon de le faire. C'est good job. C'est pour ça que tu es marié avec elle. Ouais, c'est ça. Torcal, ce qu'il dit, il y a des fois où je demande si laisser le temps peut faire le
travail, voulant dire que je l'ai avoué à la fille ce que je ressens pour elle, ça a l'air à cliquer, mais elle m'a dit qu'elle était pas sûre, mais voulant dire que je l'ai vraiment dans le cœur. Malheureusement, je pense pas que laisser le temps faire les choses en tant qu'homme, c'est la bonne stratégie. Là. La majorité du temps, ça va pas fonctionner. Je dis pas que c'est impossible, là, mais c'est vraiment une histoire de perception. Il faut qu'elle te voie comme un partenaire potentiel. Puis si elle te voit plus comme un ami qu'un partenaire potentiel, on peut changer ces dynamiques-là, mais c'est souvent prendre une pause puis revenir sur un nouveau jour, tu sais, etc. Et Mhm. puis au final, de juste dire je vais rester à ses côtés, rester en contact avec elle, puis un jour, elle va s'ouvrir comme d'un point de vue romantique amoureux. C'est peu probable que ça arrive malheureusement. C'est ça. Puis je pense aussi, ce qui est comme l'enjeu de ça, là, puis qui est comme que moi j'ai vécu aussi, c'est au niveau du monde des rencontres, on a beaucoup la peur de l'échec, tu sais, la peur de la perte. Fait que là, tu sais, c'est comme cette femme-là, tu la trouves intéressante, tu aimerais ça peut-être qu'elle continue à faire partie de ta vie, etc. Fait que là, tu veux pas foirer les choses, tu veux pas briser les choses en faisant un lutte pour le tout, tu sais. Fait que là, tu essaies de jouer avec le moins de risques possible, mais des fois, c'est ce que j'appelle dans mon programme, tu sais, il faut jouer pour gagner au lieu de jouer pour pas perdre, tu sais. Fait que là, c'est un peu ça le problème des hommes, des fois, qui tombent dans cette zone-là de femmes qui m'intéressent, mais là, ça progresse pas, puis là, j'attends peut-être que ça va marcher un jour. C'est parce que tu joues pour pas perdre, dans le fond, puis des fois, il faut jouer pour gagner. Ça veut pas dire qu'il faut aller dans des actions extrêmes, tu sais, mais il y a comme une prise d'action, là. Je pense que, surtout là, dans la dynamique homme-femme, ça reste quand même plus l'homme qui est entreprenant, qui propose, tu sais, qui montre la prochaine étape. Donc, si tu dis, je vais attendre qu'elle me revienne, ça se peut qu'elle te revienne jamais au final. Donc, c'est malheureusement. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question. All right. J'ai pas vu d'autres questions dans le chat, à moins qu'il y ait des commentaires sur lesquels tu voulais rebondir. Je pense qu'on avait fait pas mal le tour de ce que j'ai vu. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas en tout temps, les amis. Je vois Yuko Mix, il a parlé justement, il dit c'est comme certains courants extrémistes extrêmes qui font des choses similaires en extrapolant le comportement négatif des hommes, etc. etc. Puis c'est ça justement, les années comme 2013, 2014, etc. Là, il y a eu un extrême mouvement féministe, mais aussi anti-féministe. Fait que là, des canaux anti-féministes, puis des canaux Red Pill, anti-féministes, Men Going Down Way, ils sont tous mélangés ensemble, puis s'entre-partager leurs affaires, etc. Puis là, un moment donné, YouTube a dit c'est assez, tout le monde sortait. Fait que là, c'est vraiment ça qui est arrivé pour vrai. Il y a vraiment eu une vague, tu sais. Puis même moi, j'étais curieux. Fait que là, j'ai regardé ces vidéos-là, j'ai dit ben ouais, ben OK, pourquoi qu'il est arrivé ça? Mais tu sais, quand tu réalises après que tu tombes un peu dans cette spirale-là, là, de ce monde-là de négativité, il faut faire attention. Non, c'est ça, exact. All right. Fait que je pense que ça ferait pas mal le tour pour le segment podcast, à moins que, chat, si vous avez d'autres questions, encore une fois, d'autres commentaires, n'hésitez pas non plus là, à les reposter. Mais on serait prêt au prochain segment. Yes. Donc, prochain. Ouais, vas-y, je te laisse. Non, mais je te laisse parler. Ben, tu sais, je le présente un peu. Ouais, t'avais l'air bien parti. Yes. Fait que moi, dans le fond, j'ai proposé à Frank parce qu'il m'a dit on pourrait jouer après. Je suis comme je sais pas, je suis à l'aise, etc. Là, je suis comme finalement, OK, on va y aller. Là, tant qu'à être sur le stream, on va le faire. Puis moi, dans le fond, ce dernier mois même, là, depuis qu'il est sorti le jeu, je joue beaucoup à Marvel Rivals. J'adore ce jeu. Ça m'a redonné le goût de jouer aux 2-3 jours. Peut-être aux 2 jours. Je joue pas à tous les jours, mais je joue quand même quelques heures. Et c'est un jeu très intéressant. Après, Frank m'a dit qu'il a joué beaucoup à Overwatch, qui était comme un jeu dans les mêmes types de jeux. Pas exactement le même genre, mais. Parce que ça, j'ai commencé mon stream là-dessus en plus. Bon, mais c'est quand même très proche. Dans le fond, c'est une vue, c'est le même genre de jeu, mais au lieu d'être en première personne, c'est en troisième personne avec des personnages de dessin animé de Marvel. T'sais. Mais c'est ça. Fait que je lui ai proposé, il a dit oui, cool. Puis il l'a installé. Et là, moi, ce que j'ai envie de faire avec Frank, avec toi, c'est de te montrer un peu les bases du jeu. Là. Ben, évidemment, tu sais comment peser le gauche sur la souris, ça tire le fusil. Là. Mais je vais te montrer un peu les personnages, quels personnages qu'on pourrait choisir, puis on pourrait faire quelques parties ensemble. Donc, c'est ça qu'on pourrait faire dans les prochaines heures, si tu es ouvert à ça. Sounds good, absolument. Entre-temps, il y a une autre question, une couple d'autres questions qui est popée dans le chat. Je sais pas si tu voulais y répondre. Où est-ce qu'on est rendu? On parle-tu de mouvement de Corée de Men Going Down Way femmes? C'est ça que tu parlais? Ça, c'en est un? C'en est un, si tu veux y répondre. Ben, j'ai entendu parler, mais je connais pas assez ça. Mais effectivement, Okay. je pense c'est des femmes qui se disent comme... Mais ça, c'est un autre truc, là. C'est très culturel, mais tu sais, certaines cultures asiatiques, parce que c'est en Corée, mais aussi au Japon. Au Japon, il y a des hommes qui restent dans leur maison à jouer à des jeux vidéo, puis il y a un terme pour ça. J'oublie c'est quoi le nom, là, mais c'est comme être un gars qui reste à la maison pour toute sa vie à jouer à des jeux vidéo, pas rien faire de sa vie, puis basically, comme ça a un nom. Je pense que c'est ça, ouais. Ikimori, ouais, c'est ça. Donc, Ikimori, ouais. Culturellement, il y a comme des changements là, au niveau de comme, regarde, on annule le monde des rencontres. Genre, je tombe dans le divertissement seulement ou je tombe dans la vie personnelle. Donc, c'est sûrement la même chose avec les femmes. C'est pas nécessairement tomber dans le divertissement, mais de juste dire comme, je vais mettre mon énergie ailleurs. Fait que je connais pas assez ça, mais je sais que ça existait effectivement. Donc, là-dessus, je pourrais répondre à une autre question. Rendu là, si tu veux juste être célibataire, t'as pas besoin
besoin de rejoindre un channel de gars qui bâchent les femmes. Ça, je sais pas, j'ai peut-être mal compris le bout. C'est pas ça. OK, si tu t'entends bien, c'est pas bien qu'une femme et qu'elle te plaît sexuellement, mais que tu hésites à aller plus loin, quand tu trouves que ses ambitions sont trop ambitieux, vaut-il mieux aller de l'avant? Dans le fond, là, ça, c'est intéressant. Là, moi, en tant que coach, une des meilleures façons de donner une bonne réponse à quelqu'un, c'est de comprendre la question. Fait que là, j'essaie de comprendre la question. C'est ça le plus important. Tu sais, si tu serais, je sais pas que tu deviens mon client, mais si tu serais mon client, je te questionnerais sur qu'est-ce que tu veux dire par ça, puis qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que tu veux dire par ça, tu sais, puis on ferait 2-3 niveaux de ça. Oui, on va. Ouais, je pense que je comprends où il va en venir avec ça. C'est, il y a une femme qui lui plaît, il voudrait aller plus de l'avant avec elle, mais il trouve que, mettons, ce qu'elle est, ses projets, ses ambitions, il se voit une coche en dessous d'elle, dans le fond. OK, ouais. Non, ça, c'est ça. Fait que dans le fond, je l'avais je le mettais en contexte, mais je l'avais compris. Je te remercie. Bref, ça pour dire que comment je l'avais interprété, c'est tu fréquentes une femme, ça va bien, mais comme concrétiser à une relation de couple, tu sais, puis s'imaginer dans le futur avec elle, t'es pas sûr parce que tu sens qu'elle est plus ambitieuse que toi. Moi, mon opinion sur ça, ça serait si elle s'intéresse à toi assez pour rester avec toi, vouloir être avec toi, elle s'investit pour être avec toi, pourquoi pas faire des efforts pour toi être à la hauteur de ses ambitions? Moi, c'est comme ça que je la verrais, là. Puis au final, clarifier c'est quoi ça veut dire ses ambitions, parce que des fois, ça peut faire peur. Une femme qui dit, moi, un jour, je veux me marier, ou moi, un jour, je veux des enfants, ou moi, je veux m'acheter une maison dans maximum 3 ans, puis ça peut faire peur, mais au final, c'est juste comme une idée qu'elle a. Ça veut pas dire que ça veut absolument se concrétiser immédiatement. C'est des trucs à discuter une fois rendu en couple. Mais en même temps, moi, personnellement, je pense que c'est la nature de l'homme. Là, nous, on aime ça garder ça comme c'est, si c'est pas brisé. Si c'est pas brisé, on garde ça comme ça, mais une femme va dire, ben là, un moment donné, il faut se marier, un moment donné, il faut ci, il faut ça, puis c'est à toi, une décision personnelle, tu n'es pas obligé de te marier, tu n'es pas obligé d'avoir une maison, tu n'es pas obligé d'avoir des enfants, mais ça reste quand même que si une femme a désire faire avancer la relation vers une direction, puis qu'elle a de l'ambition, ben là, il faut comme faire, alright, ben regarde, il faut que je step up pour ça. Si c'est de l'ambition vis-à-vis professionnelle, qu'elle fait plus d'argent que toi, ben c'est de voir comment toi, tu peux aller au-delà de ça. Il ne faut pas te sentir intimidé par ce qu'une femme fait dans la vie. Ça, je pense pas que c'est un problème en soi. C'est pour une façon. Ça, c'est un autre sujet. Là. C'est plus des sujets de relations. Moi, je suis plus dans le monde des rencontres, là, mais dans ce thème-là, des différences d'argent, toujours moyen d'en buter ou de trouver comme c'est quoi le terrain d'entente. C'est comme si quelqu'un fait beaucoup plus d'argent dans le couple, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent en surplus? Est-ce qu'il est au milieu où tout le monde ou il y a une partie de plus, etc. Fait que tout ça, c'est d'autres discussions. Puis il y a même eu, petit aparté rapide, il y a un gros débat il y a quelques mois sur ça qui disait que dans le monde des vidéos TikTok américains, qu'un homme qui reste 50-50 avec une femme, c'est vraiment mauvais. Ça veut dire que c'est un loser, etc. Je suis comme, ben là, pourquoi? Puis après, j'ai compris le concept qui expliquait que si une femme, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la famille, elle se dévoue, puis que l'homme fait juste apporter la moitié de l'argent, mais c'est comme s'il ne se dévouait pas assez au couple. Fait que je comprends la langue maintenant. Je suis peut-être pas totalement d'accord, mais je comprends l'idée de dire c'est vrai que si une femme, elle a fait le ménage, elle s'occupe des enfants, elle fait ci, elle fait ça, elle décide comment les gens s'habillent, elle habille son mari, là, puis le mari fait juste arriver du travail et donner 50% de son salaire. C'est comme là, tu contribues pas beaucoup pour le 50-50. C'est plus ça l'idée. Mais bref, ça pour dire que c'est des gros débats là, de comment on divise l'argent, puis ça devrait pas être quelque chose qui se discute au final. Fait que faut pas que tu sens elle est ambitieuse, elle a plus d'argent que moi, fait que je me sens comme intimidé. Non, tu devrais pas l'être au final. Fait que bref, je sais pas si ça répond à la question, je suis allé à plusieurs angles, mais c'est ça.